Non, on va retirer l'épingle. Voici, c'est bon, on va épingler. Donc la transcription a commencé. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien tout le... vous voyez bien la présentation. Donc, les zones aéronautiques, je l'ai partagé avec vous. Je vais même passer en plein écran, ça sera encore mieux. Ça vous permettra d'avoir une vue sur Teams beaucoup plus sympa. Voilà. Alors, nous avons vu cela. Donc, grosso modo, un aéronef qui va faire un trajet d'un point A à un point B va décoller suivant une procédure de départ. Alors là, on est en vol IFR, donc en vol aux instruments. Il y a les procédures de départ sont nomenclaturées, sont précisées. Ça s'appelle un SID, Standard Instrument Departure. Donc il va suivre un parcours standard. Alors attendez, est-ce qu'on est sur Zoom ou est-ce qu'on est là-dessus? Il faut un outil de pointeur. J'ai pas ça, moi, de pointeur. Bah non, j'ai pas d'outil de pointeur, donc on va continuer avec la main qui se balade là, voilà. Donc on va suivre une procédure de départ jusqu'à l'altitude qui va permettre de prendre un airway, donc une des routes qui sont prévues sur les cartes, jusqu'à proximité de la destination où on va se mettre en descente, éventuellement se retrouver dans un circuit d'attente, waiting pattern, pour une fois terminé le circuit d'attente, être autorisé par le contrôle à faire son approche finale et à atterrir. Alors là, la chose importante à comprendre, c'est que le contrôle, les services de la circulation aérienne ont plusieurs missions. On a trois missions essentielles, trois services rendus par la navigation, par les services de la navigation aérienne. Là, on parle de la circulation aérienne, mais c'est les services, ça s'appelle les services de la navigation aérienne. Et c'est même un service de la DGAC qui s'appelle le SNA, le service de la navigation aérienne, qui a sous sa responsabilité les 6000 contrôleurs aériens exerçant en France. Ces contrôleurs aériens se trouvent à plusieurs endroits, c'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. La première mission du service de contrôle, c'est d'empêcher les collisions. Alors maintenant, on ne parle plus d'abordage, on parle de collision dans tous les cas, que ce soit en vol ou au sol. Faire en sorte que jamais deux avions ne se rentrent dedans. Alors au sol, on va voir qu'effectivement, il peut y avoir un travail à faire au sol, mais évidemment, vous pensez surtout, vous, à l'abordage, ce qu'on appelait l'abordage autrefois, qu'on appelle maintenant systématiquement collision également en vol. Parce que celles-là, elles sont gravissimes. Elles sont quasi systématiquement, il y a quelques infimes exceptions où il y a eu des collisions en vol dans lesquelles certains ont pu s'en sortir. Mais il y a généralement des dégâts tellement substantiels et tellement monstrueux que ça se traduit par un crash et des morts. Troisième volet de cette mission de la circulation aérienne, de la navigation aérienne, c'est accélérer et régler la circulation aérienne. Que ça ne soit pas l'anarchie, mais que ça permette d'écouler de façon fluide et régulière le trafic aérien. Parce que l'espace aérien, il n'est pas illimité, ni en hauteur, ni en largeur. Voilà. Donc, il faut s'assurer que tout le monde puisse évoluer dans cet espace et se déplacer de façon rapide et sûre. La deuxième mission, c'est ce qu'on appelle le service d'information de vol. Dans ce cas-là, évidemment, il n'est ni responsable de l'empêchement des collisions et il n'a pas de responsabilité en ce qui concerne la gestion de la circulation aérienne. Elle est sous la responsabilité de chaque pilote qui est responsable de sa route, de sa trajectoire, de sa sécurité, en évitant évidemment d'entrer en collision avec les autres. Mais le service d'information de vol est là pour fournir beaucoup d'informations qui sont très utiles au commandant de bord, y compris pour éviter justement des collisions. Parce que le service d'information de vol va avoir un radar. Sur ce radar, il va voir apparaître un certain nombre de gens et il peut informer les pilotes
que attention, vous avez un avion sur votre droite, route convergente à 5 nautiques, même altitude, ou vous allez croiser un avion venant sur votre gauche mais qui est 1000 pieds en dessous. Alors pourquoi il vous dit ça alors qu'il y a, comme il y a 1000 pieds d'écartement, normalement il n'y a aucun problème. Mais il vous le dit parce que un avion va passer en dessous, c'est peut-être pas le moment de se mettre en descente brutalement parce que là vous allez risquer de faire un tilt. Voilà. Donc il fournit des informations, il fournit des avis en proposant au pilote de faire telle ou telle manœuvre d'évitement ou autre. Il peut fournir des renseignements, notamment sur l'activation d'une zone, la météo à l'arrivée ou des choses comme ça. Enfin, la troisième mission du service de la navigation aérienne, c'est l'alerte. En effet, s'il a sur son radar un point avec un aéronef avec qui il était en contact régulier, il donnait des informations au pilote, le pilote lui répondait, et soudain, d'un seul coup, l'avion ne répond plus, et même au bout de quelques secondes, quand on l'interroge, il ne répond pas à la radio, et au bout de quelques secondes ou quelques minutes, l'écho disparaît du radar. Eh bien, le service d'alerte, le contrôle aérien va déclencher la mise en œuvre et les secours. Il va immédiatement déclencher l'alerte des secours qui vont éventuellement se mettre en route. Il va leur donner les coordonnées géographiques précises du dernier point de contact avec l'aéronef, parce qu'on ne va pas aller le chercher à l'autre bout de la France, on va aller le chercher dans l'endroit où il a disparu, avec éventuellement des informations sur la nature de l'aéronef, son type, sa couleur, son immatriculation, le nombre de personnes à bord, parce qu'évidemment, on ne va pas envoyer les mêmes types de secours si on a un avion école avec une personne à bord qui a disparu que si on a un A320 avec 200 personnes dedans. On ne va pas du tout envoyer les mêmes moyens d'investigation et les moyens de secours. Voilà. Donc, il va évidemment déclencher, mettre en œuvre et coordonner les secours. Il y a une fréquence de détresse internationale à connaître absolument, sur laquelle on peut envoyer un message d'alerte. Elle est veillée 24 heures sur 24 par les services de la navigation aérienne et par les contrôles militaires également. Donc il y a plusieurs centres, notamment 2 centres, l'un à Saint-Mars-la-Pile en Touraine et l'autre à côté du Pilat, à côté de Lyon, qui veille 24 heures sur 24 la fréquence 121.5. Et dès qu'il y a un message sur cette fréquence, immédiatement, il y a quelqu'un qui réagit instantanément. Il y a toujours quelqu'un derrière la radio et derrière l'écran, en permanence 24/24, qui s'assure d'écouter le message, de déterminer sa provenance et éventuellement de déclencher les secours. Alors les secours, il y a 3 phases. Je ne sais pas si on en parle là, mais il faut les connaître parce qu'il y a des questions dessus. Il y a 3 niveaux de déclenchement des alertes. Le premier déclenchement s'appelle un CERFA. Donc on a un avion qui a disparu des radars. On ne sait pas où il est. On n'est pas certain qu'il y ait un crash. On n'est pas certain qu'il y ait un incident. On n'a pas de données objectives pour penser qu'il est tombé. Si ça se trouve, il est juste simplement en panne électrique et son transpondeur ne fonctionne plus et sa radio non plus. Voilà, on est une période d'incertitude. Incert. On n'a plus de réponse, on ne sait pas ce qui se passe. Là, dans ce cas-là, l'information aboutit à ce que les secours se préparent à partir, mais ils ne partent pas. Le deuxième niveau, c'est détresse FA, c'est-à-dire qu'on a un aéronef qui est en contact avec le contrôle et qui annonce panne, panne, panne ou Mayday, Mayday, Mayday. Donc, il a un problème majeur. On sait qu'il va se poser dans la nature. Le commandant de bord a déjà annoncé son intention de se poser d'urgence. Ou il dit je suis à proximité de l'aérodrome Intel, j'ai un feu moteur, je pique vers l'aérodrome et je me pose sur cet aérodrome. Donc évidemment, on va déclencher les secours non pas à l'autre bout de la France, mais sur cet aérodrome. Les pompiers vont recevoir immédiatement une alerte et vont se mettre en position pour attendre l'avion qui est en feu et qui va venir se poser chez eux.
Voilà. Et la troisième phase, ça y est, punaise, j'ai un trou de mémoire. Là, par contre, on sait qu'il y a eu un crash. Voilà, on sait qu'il était en panne, il a tenté de se poser, il est quelque part dans la nature, on a les coordonnées géographiques de l'endroit où il s'est vautré. Et là, on déclenche les secours et ça s'appelle, c'est pas détresse phare, c'est mince, search and rescue. Ah merde, il faut que je vous retrouve ça. Je vous retrouverai ça avant la fin du cours. J'ai plus le terme international, mais bon, de toute façon, c'est pas le pilote qui a besoin de savoir ça. C'est le contrôleur aérien qui connaît ça. Ça, il le connaît par cœur, il le connaît sur le bout des doigts. Et c'est lui qui utilise le bon mot-clé lorsqu'il déclenche les secours. Voilà. Selon qu'il déclenche un CERFA, donc tout le monde se tient prêt, éventuellement pour rien. Et si d'un seul coup, l'avion revient, voilà, bon, tout va bien. Un détresse phare, on sait qu'il y a un problème, mais il n'est pas forcément en train de se vautrer. On sait qu'il a un problème, donc on le suit. On est en détresse phare, on met tout le monde en alerte, voire on se déplace déjà en prévision de. On se rend sur le site de l'atterrissage probable, on met en alerte les moyens à l'endroit de l'atterrissage probable, soit dans la campagne, soit sur un terrain. Et enfin, le rescue phare. Rescue, pardon. C'est la troisième phase, c'est rescue phare. On sait qu'il y a eu un crash, on sait qu'il s'est planté, on sait qu'il est tombé quelque part dans la nature ou dans la mer. On envoie les secours. Là, on envoie vraiment les vrais secours, c'est-à-dire ambulance, hélico, tout ce qu'il faut pour aller sur site, parce qu'on sait que ça y est, il est planté. Il s'est posé. Alors si ça se trouve, il s'est posé dans un champ, tout va bien, il a rien de cassé, tout le monde est indemne, pas une égratignure. Mais comme il avait lancé une alerte et qu'il annonce qu'il va se poser dans la nature, on envoie les secours. Même si tout le monde est vivant et que personne n'a la moindre égratignure, c'est normal, ça fait partie du rôle du service de navigation aérienne. Voilà. Donc un CERFA, détresse phare, rescue phare. Alors le service du contrôle, il y a trois niveaux. Trois niveaux de contrôle. Il y a un contrôle local, contrôle d'aérodrome, donc que l'on retrouvera sur les cartes d'aérodrome sous la mention TWR, comme Tower, la tour, qui est l'endroit où il va se trouver. Alors la tour en question, ça peut être un simple bureau, mais ça s'appelle Tower. Donc ça, c'est le contrôle aérodrome. Si vous avez une fréquence Tower sur la carte VAC, ça veut dire que c'est un aérodrome contrôlé. Je vais vous en donner des exemples. Voilà. Donc, je retourne là. Aviation. Ouf. Carte VAC. Je vais vous montrer les cartes VAC, deux cartes VAC qui vont vous parler. Voilà une carte VAC d'un aérodrome qui s'appelle Coulommiers. Voilà, Coulommiers. Eh bien, vous trouvez en haut, sur cette carte, voilà, approche nil. Autrement dit, il n'y a pas de contrôle d'approche. Tower nil, il n'y a pas de contrôle d'aérodrome. Cet aérodrome est ni contrôlé au niveau de son approche, ni contrôlé au niveau de sa terminaison, donc de la gestion du circuit de piste. Donc le circuit d'aérodrome n'est pas contrôlé. On verra tout à l'heure ce que c'est que le circuit d'aérodrome, c'est tout ça là, c'est ces belles flèches noires. Et l'approche, pour venir se rendre à l'aérodrome, n'est pas contrôlée. Autrement dit, il n'y a pas d'espace aérien contrôlé au-dessus de cet aérodrome. L'approche et l'arrivée se fera en auto-information. Donc le sigle AA veut dire air to air. D'accord? De air to air, d'aéronef à aéronef. On va donner les informations sur sa situation, sa trajectoire, ses intentions sur la fréquence 122-205. Je vais maintenant vous montrer une autre carte, celle de Logne. Voilà, Logne a des... Voilà, Logne juste à côté. Et eh bien là, c'est assez différent. Logne est un aérodrome contrôlé. Voilà. Vous avez ici la position de l'aérodrome de Logne. Les circuits de piste de l'arrivée sur les deux pistes de Logne, une piste en dur et une piste en herbe. On regardera tout à l'heure quand ça se passe. Et sur cette carte d'approche à vue, vous trouvez trois informations. Vous avez alors un ATIS, ça c'est pas un contrôleur, mais c'est un système de transmission d'informations. Automated
Transmission Information Service, voilà, qui va donner des informations sur la piste en service, la météo, le vent, la visibilité, la température, etc. Voilà. Et donc, c'est des informations dont vous avez besoin en vue de préparer votre arrivée. Il n'y a pas de fréquence d'approche, donc au-dessus de Logne, l'espace aérien n'est pas un espace contrôlé. Toutefois, il y a ce qu'on appelle une RMZ, on va en parler tout à l'heure. Enfin, vous avez là une tower. Donc ça veut dire, ici TWR, ça veut dire que il faut impérativement contacter la fréquence 118.6 parce que l'arrivée sur cet aérodrome ne se passe pas à la hussarde et n'importe comment. L'arrivée sur cet aérodrome est soumise à un contrôle de circuit d'aérodrome. C'est un aérodrome contrôlé. Autrement dit, il y a des contrôleurs sur cet aérodrome et vous faites que ce que les contrôleurs vous ont demandé de faire et pas autre chose. Vous n'arrivez pas comme vous voulez, d'où vous voulez, quand vous voulez, etc. Vous contactez le contrôle et le contrôle vous donne les instructions pour rejoindre la trajectoire finale et vous poser. Qui plus est, il y a énormément de trafic à Logne, c'est un aérodrome très fréquenté. Alors, ils ont mis en place une deuxième fréquence de contrôle, cette fois-ci pour le contrôle au sol. Donc, les mouvements au sol, sur les taxiways, les parkings, etc., sont gérés par un premier contrôleur et les mouvements en l'air, alors en l'air, ça commence avec l'alignement et le décollage. Donc, les mouvements sur la piste et au-dessus de l'aérodrome sont gérés par un contrôleur qui s'appelle Tower. Quand il n'y a pas de contrôle, en absence de contrôle, absence ATS, ça veut dire absence Air Traffic Service. Autrement dit, en absence de contrôle aérien, c'est auto-information air-to-air sur la même fréquence que celle qui est utilisée habituellement par la tour, FR seulement, en français seulement. Donc l'auto-information doit se faire en français, pas en anglais. Autrement dit, un étranger qui arrive en dehors des heures de service de la tour doit s'annoncer et doit donner les informations en français. Je reviens à la présentation. Toc, 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 voilà. J'espère que le switch se passe bien parce que parfois ça se passe pas bien. C'est bon? Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Moi, je le fais. Ok, pardon, ça enregistrement en cours. Bien. Donc le contrôle local d'aérodrome assure le contrôle sur un aérodrome. Il assure le respect des procédures dans tout ce qui est décollage, atterrissage, roulage. On a vu qu'à Logne, en plus, décollage et atterrissage, c'est une fréquence, tour, tower, et roulage, c'est une autre fréquence, ground, GND. Ground, la fréquence sol. Pareil à Toussus, hein, il y a une fréquence sol et une fréquence air, parce que c'est des aéroports avec beaucoup de trafic. Vous allez sur les très grands aéroports, du style Charles de Gaulle. À Charles de Gaulle, il y a au moins 5 fréquences différentes pour le sol. Okay, 5 fréquences différentes sol. Il y a une fréquence approche nord. Il y a une fréquence départ, il y a une fréquence arrivée, par exemple. Pour la tour. Attends, il y a quelqu'un qui recommence là. Qui est-ce qui parle là? Voilà, qui n'a pas coupé son micro. Pardon. Donc, il peut y avoir beaucoup de fréquences, hein, tour et différentes fréquences sol. Le contrôle d'approche. Alors, le contrôle d'approche, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va gérer l'arrivée des avions jusqu'au circuit d'aérodrome qui, lui, est géré par la tour. Le circuit et l'atterrissage, le roulage, le sol sont gérés par la tour. L'approche va gérer l'arrivée sur les trajectoires, soit le contrôle de départ, soit l'attente, soit l'arrivée
Et dans ce cas-là, il va encore jusqu'au sol. Non, ça c'est pas toujours vrai, ça va dépendre des endroits. En fait, grosso modo, la tour va gérer la petite boîte gris clair, là, take-off, ou va gérer ici l'approche finale. La proche va gérer ici la boîte gris sombre et va gérer le haut de la boîte gris clair qui est ici à droite. Ok, voilà. Troisièmement, vous avez le contrôle dit en route ou contrôle régional. En effet, alors celui-là, vous aurez évidemment affaire à lui lorsque vous êtes en vol aux instruments. Tout au long de votre route, vous serez relayé par différents contrôles régionaux correspondant à des FIR, les Flight Information Regions, qui regroupent les grandes régions dans lesquelles vous évoluerez. En effet, il n'y a pas un contrôle unique qui gère toute la France. La France est divisée pour l'instant en 5 FIR, 5 grandes zones géographiques découpant les différentes régions dans lesquelles évoluent les aéronefs dans la partie espace aérien supérieur, donc aux instruments. Dans l'espace aérien inférieur, vous aurez une autre forme de contrôle régional qui s'appelle les SIV, les services d'information de vol, qui vous apportent effectivement cette catégorie d'informations qui sont l'information de vol. Ce sont des contrôleurs, mais les espaces aériens ne sont pas contrôlés. Okay, vous discutez avec un contrôleur qui vous donne des informations de vol, mais il ne vous donne pas d'ordre, car vous êtes dans un espace qui n'est pas contrôlé. Vous êtes commandant de bord, vous êtes responsable de ce que vous faites dans un espace qui n'est pas contrôlé. C'est à vous de vous charger de votre trajectoire et de votre sécurité. Par contre, le service d'information de vol va vous fournir le service d'information. Il vous dira qui est où éventuellement, si d'autres avions sont dans le coin, si des gens ont des trajectoires convergentes, si des zones sont actives. Et si jamais vous avez le moindre souci, ils sont à votre écoute pour vous aider, voire pour déclencher les secours. Voilà. Voilà par exemple ici une carte, un extrait de carte dans la région de Cherbourg, le nord du Cotentin, donc la Normandie, et vous avez différentes zones qui apparaissent là-dessus. Vous voyez notamment une zone avec des gros points carrés là. Voilà. Alors là, on n'est pas dans des zones aériennes, mais voilà par exemple cette limite va délimiter un service d'information de vol, en l'occurrence qui est de Deauville. Là, je vais agrandir un peu. Voilà, ce service d'information de vol dans cette zone peut être obtenu sur la fréquence 119,82. Mais la région qui se trouve à côté est sur un autre SIV qui n'apparaît pas là. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. C'est pas grave, mais voilà, le SIV Deauville prend cette région-là. Ici, je pense qu'on est sur le SIV Nantes. Voilà, et en dessous de ces points carrés en bas, on doit être sur un troisième SIV qui doit être Brest. Voilà. Donc, on a des zones où le service d'information de vol, ben, on ne va pas parler avec les mêmes personnes selon l'endroit où on va se trouver. D'autre part, on voit apparaître ici la notion d'espace aérien. Alors, les espaces aériens sont classifiés comme les routes sont des routes communales, départementales, nationales, et les autoroutes, vous avez des classes d'espace dans lesquelles la réglementation ne va pas être la même. Si je prends une route départementale, une nationale à 4 voies ou une autoroute, on ne va pas avoir les mêmes limitations de vitesse. Départementale 80, autoroute à 4 voies avec terre-plein central 90, autoroute 130. On ne va pas avoir le droit de faire les mêmes choses. Je peux me déplacer sur une route nationale à 90 km/h avec toutes sortes de véhicules, y compris un vélo, une mobilette, etc. Sur autoroute, je n'ai pas le droit d'y aller à vélo ni à mobilette. Voilà, donc je vais avoir des espaces qui vont, comme pour les routes, avoir des caractéristiques. Voilà des espaces aériens. Ici, vous avez des zones, des espaces aériens de classe A. Et voilà la limite ici d'un espace aérien de classe A. Ce feston rouge
délimite un espace de classe A qui s'appelle CTR île anglo-normande. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une CTR, c'est une zone de contrôle terminale. Donc, elle va normalement jusqu'au sol. D'ailleurs, elle va du sol jusqu'au niveau 195. Carrément, c'est intéressant. Voilà, c'est de la classe A, donc aux instruments seulement, et c'est interdit au trafic VFR. Donc, vous me direz comment je fais pour aller à Jersey, on va voir. Ici, à l'intérieur de la classe A, vous avez un morceau de machin qui est de la classe D, le feston bleu là. Et en plus, c'est de la classe D qui n'est pas permanente parce que les rebords sont en pointillés. Alors que ici, vous avez par exemple là en bleu clair un espace de classe E dont le rebord est continu, elle est en permanence cette classe E. À l'intérieur ici, on a une classe D en pointillé. Donc elle n'est active que certains moments, certaines périodes de la journée. Pourquoi je sais que c'est la classe D? Parce que ici j'ai un trait qui m'emmène à ce cartouche ici, qui me dit que ce machin-là, là, cette espèce de cylindre tronqué, c'est la CTR de Cherbourg qui va du sol jusqu'à 1500 pieds et je peux obtenir des informations, je peux obtenir l'autorisation d'y entrer avec la fréquence 119.62. Ici, par exemple là, cette classe D, voilà une classe D qui s'appelle la CTR de Guernsey. Elle va du sol jusqu'à 2000 pieds, c'est écrit là sur le bord, hein, classe D jusqu'à 2000 pieds. Donc elle va du niveau de la mer jusqu'à 2000 pieds et elle est interrogeable. On peut demander l'autorisation d'y entrer en appelant la fréquence 119.95. Vous avez là une autre zone, classe D également, jusqu'à 2000 pieds, qui s'appelle CTR Alderney, et il faut demander l'autorisation d'y entrer sur 125.35. Voilà. En ce qui concerne la CTR île anglo-normande, classe A, elle est accessible sur la fréquence 125.2. Alors, la classe A, elle a cette particularité d'être normalement interdite au VFR. Donc, si je veux aller, par exemple, ici, de l'essai de cet aérodrome à Saint-Hélier, Jersey, eh bien, je n'ai théoriquement pas le droit de traverser la classe A. Sauf qu'ils ont publié des itinéraires dérogatoires. Voilà un itinéraire de transit qui est représenté par ces flèches. Donc, je dois décoller de l'essai. Je dois me rendre sur ce point-là, qui s'appelle Saint-Germain. Et d'accord. Et une fois que je suis à Saint-Germain, je dois interroger Jersey pour obtenir l'autorisation d'entrer dans cette zone et d'aller jusqu'à Saint-Hélier. Et je devrais suivre, s'il me donne l'autorisation d'y aller. Alors, je ne peux quitter le point Saint-Germain qu'une fois que j'ai l'autorisation. Mais une fois que j'ai l'autorisation, je dois rester strictement sur cette trajectoire à l'altitude qu'on me donnera. Et ça me permet de transiter, c'est un transit dérogatoire en VFR dans la classe A. Voilà, il y a encore plein d'autres choses sur cette carte, mais pour l'instant, elle ne nous intéresse pas. Alors, les 4 classes que vous devez connaître, c'est la classe A. Alors, c'est souvent l'espace aérien supérieur. Alors aujourd'hui, il y a l'espace aérien supérieur est plus en A, il est passé en C. Mais bon, c'est pas grave, ça revient au même pour vous. Ça veut dire qu'il est très difficile d'y rentrer et normalement pas de VFR. Et si on veut rentrer en VFR, ben, c'est très compliqué et il y a 9 chances sur 10 qu'on vous dise non. Autrefois, c'était classe A, donc c'était jamais. Maintenant, c'est de la classe C, donc c'est éventuellement possible, mais sous condition. Il faut une clairance obligatoire, c'est que de l'IFR. On ne peut pas faire de vol à vue, on ne peut faire que du vol aux instruments dans la classe A. Paris est d'ailleurs, au-dessus de Paris, c'est que de la classe A. Au-dessus de nous, là, dans la région parisienne, c'est de la classe A partout. Ensuite, le plus fréquent qu'on rencontre, c'est la classe D. La classe D, c'est un espace contrôlé dans l'espace aérien inférieur. On peut faire du VFR dedans si le vol à vue est possible. Visual Meteorological Condition. Radio obligatoire, clairance obligatoire. Je ne peux pas rentrer dans un espace de classe D sans y être autorisé. L'espacement est à garantie entre les IFR et on informe tous les autres de la présence des autres. Mais on n'espace pas les IFR avec les VFR
et on n'espace pas les VFR entre eux. Autrement dit, le contrôle n'est pas responsable d'empêcher une collision entre deux avions VFR. Autrement dit, la règle voir et éviter reste valable, alors qu'en classe A, il n'y a que de l'IFR et là, le contrôle s'occupe d'éviter toutes les collisions. C'est lui qui est responsable de l'espacement entre les avions. Là, par contre, dans une classe D, le contrôle n'est responsable que de l'espacement entre deux vols IFR, mais tous les autres, ils se démerdent. Ils gardent la vigilance extérieure pour assurer la séparation par rapport à d'autres trafics. Ensuite, on a un espace ici dit de classe E. Il est toujours en vigueur en France. C'est un espace contrôlé, mais dans lequel vous n'avez pas besoin de clairance si vous rentrez en VFR et vous avez besoin d'une clairance si vous êtes en IFR. Alors, c'est un espèce de truc bâtard. En plus, c'est activable par moment, mais pas toujours. La radio est obligatoire pour les IFR, mais pas pour les VFR. Ça devient un peu difficile à gérer pour les gens du contrôle aérien. Et c'est devenu tellement incompréhensible, cette différence de statut entre la classe D et la classe E, qu'il y a un projet officiel, très officiel, actuel, là, depuis quelques mois, et qui va se dérouler sur 2025, qui va aboutir à ce que très probablement, très probablement, c'est à peu près sûr, la DGAC veut supprimer toutes les classes E en France. Ça devient ingérable pour eux. Ils n'ont pas assez d'effectifs, ils n'ont pas assez de contrôleurs. Donc les classes E vont disparaître. Elles vont être supprimées purement et simplement. Une petite partie d'entre elles vont devenir des classes D. Donc si je prends par exemple le cas de Cherbourg, à Cherbourg, il y a beaucoup de trafic. Il y a pas mal de trafic IFR. C'est assez compliqué à gérer. Il y a en plus des planeurs là, qui se baladent là-dedans. Donc c'est un espace qui est devenu très difficile à gérer. Donc il va être très probable que la classe E qui est là autour disparaisse et que ça devienne une classe D. La totalité de cette classe E va devenir une classe D. Voilà. C'est quelques espaces de classe E comme ça vont devenir des D. D'accord. Mais le D, voilà, grosso modo, c'est la classe E, c'est une espèce de truc bâtard parce que c'est les mêmes règles que la classe D pour les IFR et c'est les mêmes règles que la classe G pour les VFR. Okay, les VFR, ils se baladent là-dedans comme ils veulent. Ils rentrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent, ils ne sont pas obligés de s'annoncer, ils ne sont pas obligés d'avoir une clairance, ils ne sont même pas obligés d'avoir de la radio. Alors que les IFR, c'est la même chose qu'en classe D. Donc la classe E, c'est une classe D pour les IFR et G pour les VFR. Voilà. Donc elle va disparaître. Quelques-unes vont devenir des classes D et la plupart d'entre elles vont devenir des classes G. La classe G, c'est l'immense majorité du territoire. L'immense majorité du territoire, c'est l'espace inférieur, donc en dessous du niveau 135. Il est non contrôlé, il n'y a pas de contrôleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne. Ça veut dire qu'il y a éventuellement, comme ici, dans le cas de Cherbourg, prenez ici, là, voilà, en dehors de cette classe E, ici, ça c'est de la G. Voilà, tout ça c'est de la G, là. Ça c'est de la classe G, tout autour ici. Quand on n'est pas dans de la classe A ou de la classe D, c'est G, par défaut. Voilà. Là c'est de la classe G, tout ça c'est de la classe G autour. Même là-dedans, c'est de la classe G, là, tout ça. Évidemment, si vous avez besoin d'aide, d'informations, vous avez le SIV de Deauville qui va vous donner les informations sur cette classe, sur ce qui est possible, sur qui est présent, etc. On donne des informations. Le VFR a droit de s'y déplacer s'il a les conditions de vol à vue. La radio est obligatoire pour les IFR, mais pas pour les VFR. Pas de clairance. Par contre, vous avez un SIV qui vous donne de l'information de vol, même si vous n'êtes pas obligé de le contacter et même si lui n'a pas d'autorité sur vous. Donc ça, c'est les 4 classes à connaître avec les services à connaître pour répondre aux questions du BIA. Après, on a 4 types de zones spécifiques à statut particulier. Il faut connaître ces 4. Alors, les M en France, il n'y en a pas. D'accord, les classes, des zones M, il n'y en a pas. Il y en a aux États-Unis. D'ailleurs, elles ne s'appellent pas M, mais
D'ailleurs, si, elle s'appelle Military, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Donc, c'est des zones militaires. Chez nous, il n'y a pas de classe M, il y a carrément des couloirs de type R. On va voir, nous, chez nous, les militaires, ils n'utilisent pas la M, ils utilisent la R. Donc, en France, et d'ailleurs, je crois même dans toute l'Europe maintenant, parce que le ASA a harmonisé ça, il n'y a plus de classe M. Dans les autres pays européens, on a les P, les D et les R. P, comme prohibited, zone interdite. Prohibited, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'y rentrer, vous n'avez pas le droit d'y être, vous n'avez même pas la possibilité de demander l'autorisation d'y entrer. C'est strictement interdit. Voilà, point. Alors, des prohibited, vous en avez une très jolie d'ailleurs ici, là. Voilà, ici, qui s'appelle La Hague. Ici, voilà. Donc, le centre de traitement des déchets nucléaires de La Hague, c'est une zone prohibited. C'est une papa. De même ici, sur la centrale de Flamanville, c'est du prohibited. Voilà. En fait, à l'époque où ils ont pris l'extrait de la carte, c'était du restricted. Aujourd'hui, c'est du prohibited. Je vais en reprendre une autre, une qui est vraiment prohibited. Le centre des sous-marins de l'île Longue, voilà, ici, P81, vous voyez, prohibited numéro 81. Vous avez un bouquin qui s'appelle Annexe la documentation aux cartes aéronautiques qui vous donne exactement le diamètre, la hauteur, etc. de cette zone. Alors, il se trouve que cette zone, en plus, normalement, c'est écrit sur les cartes. Bon, là, il y a marqué P81, j'arrive pas bien à lire, la reproduction n'est pas très bonne de la hauteur de cette zone, mais c'est pas grave, ça peut se retrouver facilement. Normalement, c'est sur les cartes. Okay, on vous donne la hauteur de cette zone. Ah oui, mais c'est parce qu'ils sont sur la carte au 1 million, ces andouilles. Je vais essayer de vous en trouver une autre. J'en ai une autre. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre une carte, une photo de la carte de la région parisienne, DTO, DOV. Voilà. RADTO. Non. Non. Faut que je vous la retrouve, excusez-moi, 30 secondes. Je vais vous retrouver cette carte. Sécurité, où est-ce que c'est? Tac, 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 tac. Est-ce que c'est sur les Rex que j'ai ça? Non. Alors, peut-être que je vais arriver à le trouver là. Non, plus. Bon, d'accord. Rex. Punaise. Je suis bien sur le bon. Je suis bien sur le bon répertoire. Oui, je suis sur le bon répertoire. Je suis sur le bon répertoire. Checklist. C'est pas là-dedans. Toc. Putain, pourtant la DOV. On l'avait fait ça. Ok. C'est bizarre qu'on l'ait pas. Toc. Bon. FI. Documentation. Ok. Réunion FI. Non. Bon, bah tant pis. Formation campagne. Ah bah voilà, pardon, c'était dans la formation campagne. Bon voilà. Je vais prendre ici. La. Tac. On va prendre celui-là sans les marquages. Voilà voilà la carte de la région Nangis, Melun, Moret, etc. Là, c'est la partie sud. OK. Et bien, vous trouvez sur cette carte un certain nombre de zones. Voilà. Voici, par exemple, là, en haut à gauche, vous voyez une zone PAPA, une zone P21. D'accord, P comme prohibited, c'est la numéro 21 dans le répertoire qui va vous dire exactement quelles sont ses caractéristiques. Il se trouve que c'est le centre de recherche et d'études nucléaires qui se trouve à Marcoussis, là, je sais pas où, c'est pas Marcoussis, oui, c'est au sud de Marcoussis là. C'est un centre de télécommunication et de commandement.
Et effectivement, il est totalement interdit de survol. Donc, il a un certain diamètre qui est écrit mais qui correspond à ce qui est sur la carte là. Elle s'appelle P21. Il démarre à la surface du sol et va jusqu'à 3800 pieds. Donc, bon, il se trouve qu'en plus, ça, c'est la CTR de Paris. Mais si vous étiez amené à survoler ça, vous avez le droit de passer au-dessus, 3800, mais vous n'avez pas le droit de passer dedans. C'est une infraction. Vous voyez ici une P82 qui est de la surface jusqu'à 1500 pieds. Vous avez ici les fameuses antennes là, qui sont entre Melun et Savigny-le-Temple, que vous voyez de loin, là, les 8 antennes qui clignotent 2x4, que l'on voit très très loin, qui sont en fait l'ancien émetteur ondes longues de Radio France, France Inter, mais qui est toujours en service parce que maintenant, il ne diffuse plus la radio en ondes longues, mais il y a plein d'autres informations qui passent par là, notamment sur des ondes ultra longues. Notamment, ce centre envoie quelques informations à nos chers sous-marins nucléaires qui sont tapis au fond des océans et qui reçoivent leurs instructions et leurs messages grâce à ces émetteurs-là. Voilà, le survol de cet émetteur est totalement interdit, c'est la P46, Papa 46, voilà, prohibited, et vous êtes de la surface jusqu'à 1100 pieds. Donc, voilà un certain nombre de zones interdites au survol. Deuxième type de zone, des zones D, comme dangerous, dangereuses. Alors là, elles sont dangereuses quand elles sont en activité. Alors on a le droit de les traverser. Par exemple, ici, on a. Ah, j'ai pas de delta ici. Si, j'ai des D Hein? dans la région parisienne. J'en ai des D. Et j'ai rien fait, juste que j'ai fait, donc ça a bugué. Voilà. Alors ici, par Non, mais exemple, n'importe quoi, ça tous. a bugué. Attendez, vous avez quelqu'un qui a laissé son micro à nouveau. Ok, merci de penser à le couper. Ok, voilà. Je reviens sur l'écran. Voilà, sur cette carte, vous avez par exemple ici, là, le long de ces festons ici, toute cette zone est une zone dangereuse. Voilà. Autour de, entre Pithiviers, Malesherbes, Étampes, voilà, tout ça, c'est une D. Voilà. Ça, ce secteur-là est considéré comme dangereux. Alors, il est dangereux de la surface jusqu'à 500 pieds. Voilà la zone D226B. Donc vous allez dans le bouquin et la D226B, il vous dit ce que c'est. Il vous dit éventuellement quels sont les jours et heures à lesquels elle est activée. Ah oui, pardon, elle va en fait, la D226B, c'est juste ça, là. Voilà. C'est juste ce machin-là. Voilà. Donc il se trouve à l'est d'Étampes, à l'ouest de Malesherbes et au nord de Pithiviers. Voilà, Sermaises étant la limite. Donc là, il se passe des choses à certains jours, certaines heures, entre la surface et 500 pieds. Personnellement, cette zone D226, elle ne m'intéresse pas beaucoup parce que 500 pieds au-dessus du sol, c'est de toute façon la hauteur limite en dessous de laquelle j'ai pas le droit de voler. Donc, j'y vais pas. Mais ça peut concerner éventuellement un pilote de ballon. Lui, par contre, avec une montgolfière, quand lui, il va voler beaucoup, il peut voler beaucoup plus bas. Ça peut concerner un pilote de planeur, même si à 500 pieds, c'est-à-dire 150 mètres au-dessus du sol, de toute façon, il est en train de se poser. C'est clair, à 150 mètres au-dessus du sol, il n'a plus aucune chance de remonter. Voilà, c'est qu'il est en train de descendre et qu'il va se poser dans un champ. Voilà la description d'une zone delta. Il y en a d'autres d'ailleurs qui traînent un peu partout. Où est-ce qu'on a encore du D? J'en ai du D quelque part. Là, j'ai des P, j'ai des D, j'ai des R. Où est-ce que j'ai encore du D? Ben non, j'en ai pas trop là. J'ai que celle-là. Nous allons avoir ensuite un troisième type de zone, les zones R, restreintes. Alors, les zones dangereuses, j'ai oublié de dire, on peut rentrer, on peut les traverser sans problème, à condition qu'elles soient inactives. Si elles sont actives, à nouveau, vous pouvez les traverser, vous pouvez évoluer dedans, mais à vos risques et périls. Alors, si on vous explique que cette zone est D parce qu'il y a du parachutage, ou que cette zone est D parce qu'on tire des obus, vous évitez d'y aller quand même, parce que quand vous prenez une pilule, c'est généralement une seule fois. Donc si elles sont dites dangereuses, c'est qu'elles sont vraiment dangereuses.
Parce que dedans, il y a des drones, parce que dedans, il y a des feux d'artifice, parce que dedans, il y a des tirs de mortier, parce que dedans, il y a des obus, il y a de l'artillerie, il y a je sais pas quoi, il y a des émanations de gaz, il y a des panaches de fumée, des choses que des choses dangereuses. Donc des trucs qu'il vaut mieux pas rencontrer. Donc quand elles sont inactives, eh ben, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si elles sont actives aux heures où elles sont actives, et c'est précisé dans la documentation aéronautique, ben, vaut mieux pas y aller. On va même me dire qu'il ne faut pas y aller. Après, il y a les zones restricted. Alors, les restricted, ben, souvent, c'est des zones dans lesquelles il se passe des activités qui peuvent être potentiellement dangereuses, mais surtout, quand elles sont actives, elles ne sont pas pénétrables. Donc là, contrairement aux zones dangereuses, où même si elles sont actives, vous pouvez y aller, mais à vos risques et périls, les restricted, on n'y va pas. Quand elles sont actives, elles sont fermées. C'est donc notamment les zones qu'utilisent les militaires. Je vais reprendre celle-là, là. Alors, des zones militaires en région parisienne, on n'en a pas, mais alors des zones restricted, il y en a partout. Tiens, il y a quoi là en bas? Ah ouais, bah, il y a du R. Ah bah voilà, ça c'est une zone militaire, ça. La R205, c'est les milices. Voilà, ça c'est des zones utilisées par les militaires. Mais vous avez des zones toutes bêtes. Voilà. Ici, par exemple, on a une zone restreinte qui s'appelle la R205.4 et la R205.5, voilà, qui se trouve entre la première entre 3500 et 4500 pieds, la deuxième entre 4500 et le niveau 65, c'est-à-dire 6500 pieds. Alors bon, il se trouve que c'est déjà dans de la classe A, mais si demain vous êtes en train de vous déplacer aux instruments, eh ben, vous avez comme solution soit de passer en dessous, si elles sont actives, ben, ça veut dire qu'elles ne sont pas pénétrables. Et il n'y a même pas de fréquence pour demander une autorisation, c'est niet de toute façon, c'est même pas la peine. Il n'y a pas de fréquence pour demander quoi que ce soit parce que vous n'avez rien à demander, parce que c'est pas possible de demander, parce que c'est pas possible d'y aller. Donc seule solution, on passe en dessous ou au-dessus. En dessous 3500 pieds ou au-dessus du niveau 65, c'est-à-dire de 6500 pieds au QNH 1013. Voilà. Après, il y a des zones restreintes qui peuvent démarrer au sol, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Ben là, j'ai une R333, là en haut à gauche. Voilà, la R333, elle commence à la surface et elle se termine à 500 pieds. Hein. J'ai des R113 qui commencent à la surface et qui se terminent à 1500. Donc, si elle commence à la surface, j'ai aucune chance de passer en dessous, mais par contre, je peux l'éviter en passant au-dessus. Je passe au-dessus de 1500 pieds. Voilà. J'en ai d'autres là. Là, j'ai que des papas, Roméo, papa, papa. Voilà, bah voilà, vous avez différents types et delta. Voilà. Voilà les différents types de zones à statut particulier. Alors ensuite, on a un truc qui s'appelle les édités. Alors des édités, on n'en trouve pas beaucoup. En France, ils publient rarement des édités. Par contre, pourquoi? Parce qu'une éditée, ça veut dire qu'il n'y a personne dedans, mais personne de chez personne. Or, ça poserait quelques problèmes, notamment aux aéronefs de la sécurité civile, des pompiers, de la gendarmerie, voire de l'armée s'il y a besoin d'une intervention musclée. Donc, en France, on fait pas beaucoup, on fait quasiment jamais, j'ai jamais vu de ZIT. Par contre, on fait beaucoup de ZRT, qui sont des zones restreintes temporaires. Autrement dit, personne n'y va, sauf les aéronefs d'État. Voilà. Alors, des ZRT, ils nous en publient régulièrement. Elles ne sont pas sur les cartes, évidemment, parce qu'elles sont temporaires. Donc, elles ne figurent pas sur les cartes aéronautiques. Elles sont publiées. On a eu, par exemple, une magnifique ZRT pendant les Jeux Olympiques de juillet 2024. On a eu la même rebelote pour les Jeux Paralympiques fin août et début septembre. On a eu une magnifique ZRT pour l'inauguration de Notre-Dame le 8 décembre. On a là en ce moment, on a eu il n'y a pas longtemps une jolie ZRT pour le sommet de l'intelligence artificielle. Alors dans ces cas-là, c'est publié via un système de publication qui s'appelle les SUP-AIP et on a droit à des cartes que je peux vous montrer. Voilà par exemple un magnifique SUP-AIP, toc, tac, 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 DGAC, voilà, poum. Sécurité, pouf, où est-ce que j'ai les sup IP? Ah non, attends, je vais vous le montrer sur le fichier du jour. Voilà, on n'est pas sur le BIA, on est là avec tic boum, tic boum, tic boum. Ah bah si, c'est là-dedans, parce que
je le mets dans DTO, je le mets dans SGS sécurité, voilà les sup IP. Voilà par exemple celui qu'on a eu, ah bah tiens, en voilà un en ce moment, oh, je sais pas ce que c'est, le dernier qui est sorti récemment, en voilà un joli, de sup IP, voilà. On vous dit en ce moment, ah bah celui-là il est bien, ouais. Celui-là il nous concerne nous directement, voilà. Voilà une zone restreinte temporaire qui va la première de la surface jusqu'à 1400 pieds et dessus il y en a une deuxième qui va de 1400 à 1700 pieds et qui est pile centrée sur notre terrain. Et pourquoi elle est faite? Eh ben elle est faite pour faire circuler les drones et avoir des activités pyrotechniques quand nos copains là du studio de cinéma voisin vont faire tourner des prises de vue avec des drones ou faire zim boom avec des reconstitutions de guerre ou autre. Voilà. Et donc voilà, ils nous publient un truc et c'est activable. Voilà. C'est tout le monde doit contourner, sauf certains types d'aéronefs qui ont le droit de rentrer ou sortir dedans. Voilà. Et c'est activé simultanément pendant l'activation d'aéromodélisme est suspendu et c'est activable par NOTAM. Voilà. Information rendue sur Paris Info, donc les gens savent qui c'est. Voilà, c'est activable, activité réelle connue de. Voilà, zone activable par NOTAM avec un préavis de 48 heures. Donc on sait que du 12 décembre 2024 jusqu'au 3 septembre 2025, il peut y avoir ici une zone restreinte temporaire. Temporairement, l'activité peut être restreinte et elle sera restreinte dans des conditions qui sont prévues par un autre terme. Donc là, en ce moment, par exemple, elle ne l'est pas. Voilà. Donc tout va bien. Mais ils peuvent très bien, demain matin, nous dire que samedi, c'est fermé. Voilà. Jeudi, ils sortent un NOTAM pour nous dire que samedi, la ZRT est active. Quand la ZRT est active, eh ben, on n'y va pas. Voilà. Donc ça, c'est les ZRT. Voilà. On en a un certain nombre. Ces zones portent un numéro. Voilà, il est possible de consulter les documents pour savoir l'activité. Alors, on va préparer un trajet. Voilà. Quand on va faire une navigation, on sait maintenant qu'on a les 3 conditions qui sont remplies. Qui est le pilote et quelles sont ses licences? Et quelles sont les conditions de vol dans lesquelles il va pouvoir l'exploiter? De jour, de nuit, etc. Quel est l'aéronef qu'on va utiliser? Et donc, quelles sont ses performances? Quel est l'équipement minimal qu'il doit avoir au niveau des feux, de la survie, des gilets de sauvetage, etc. Et 3, quels sont les espaces aériens que l'on va rencontrer? Alors, pour éviter d'être trop au-dessus de la mer, et donc pour éviter d'avoir à déposer un plan de vol parce qu'on est au-dessus de la mer et à plus de 50 nautiques des côtes, on va décider de suivre la côte. On va suivre la côte en allant de Cherbourg, Carentan, Granville, Dinan, Paimpol, puis ensuite, ça c'est la côte ouest du Cotentin, puis on va faire un virage à droite et on va survoler la côte nord de la Bretagne par Dinan, Paimpol, Trégastel, Saint-Paul-de-Léon, Goulven et arriver à Brest. Comment repérer ces points sur la carte? Alors, les cartes, c'est simple, on utilisera des routes et des cartes. Donc, pour ça, on va se déplacer à la surface du globe terrestre avec des éléments de direction magnétique. Pour ça, on va utiliser le champ magnétique de la Terre, pôle nord, pôle sud. Et on va se déplacer suivant des parallèles, d'accord, qui sont parallèles à l'équateur, et des méridiens qui passent par le pôle. On va donc connaître la position de l'endroit d'où l'on part et la position de l'endroit où on va grâce à ça. Ces coordonnées de ces points sont repérées par 2 caractéristiques, la latitude et la longitude. Et là, vous allez m'excuser une seconde parce qu'il faut que j'allume la lumière, je n'y vois bientôt plus rien. La latitude va donner la distance angulaire entre l'équateur et le pôle. Donc on va mesurer l'angle qui, passant par le centre de la Terre, va me donner ma position par rapport à l'équateur en direction du pôle. Vous voyez que
par exemple, là, le cercle A, ici, ce cercle A, qui se trouve sur le terrain de Bondu. Bondu, c'est juste à côté de Lille, c'est au nord de Lille, c'est le terrain d'aviation générale de Lille. C'est pas l'aéroport qui se trouve au sud de la ville, mais c'est un terrain sur lequel il y a plein de choses. Il y a des avions, il y a des planeurs, il y a de l'aéromodélisme, il y a du parachutisme, il y a énormément de choses sur ce terrain, qui est d'ailleurs un terrain très sympa, qui se trouve au nord de l'île. Eh bien, il va se trouver sur ce cercle, qui se trouve à un angle de 50 degrés, 41 minutes et 17 secondes au nord de l'équateur. En même temps, vous avez ici un méridien qui est le méridien 0, le méridien de référence, qui s'appelle le méridien de Greenwich. Et c'est seulement un demi-cercle. Le méridien de Greenwich ne fait pas le tour, il ne fait qu'un demi-cercle. On va regarder où on se situe par rapport à ce méridien. Pareil, on va mesurer l'angle, et non pas l'angle L, qui est la latitude, grand L, mais l'angle petit l qu'on appelle la longitude. Ici, je me trouve sur un méridien qui est à l'est du méridien de Greenwich. Voilà. Et on va regarder l'intersection de ce méridien avec l'équateur par rapport à l'intersection de ce méridien du méridien de Greenwich par rapport à l'équateur. Et j'ai un angle petit l qui est l'angle que forme la projection de ce méridien sur le plan équatorial. Voilà, petit l va me donner un angle et je suis à 3 degrés 4 minutes 36 secondes à l'est du méridien de Greenwich. Okay, voilà. Donc oui, ce n'est pas un système décimal, hein, les mesures d'angle. 1 degré est divisé en 60 minutes d'angle et chaque minute d'angle est divisée en 60 secondes. Il est possible de représenter les latitudes et les longitudes avec des angles ayant une valeur décimale, c'est-à-dire on peut aussi écrire 50, quelque chose derrière. Ça se fait de plus en plus, notamment pour justement pouvoir facilement convertir ça en coordonnées dites Lambert. Voilà. Donc vous voyez en dessous les projections, c'est peut-être un peu petit pour vous. Voilà, je vais l'agrandir. Voilà, comment on mesure la latitude. Donc on coupe le globe au niveau du point qui m'intéresse dans le sens de la dans le sens vertical en quelque sorte, et l'on obtient une tranche comme ça qui va permettre de mesurer l'angle que fait mon point par rapport à l'équateur, grand L, la latitude. Ensuite, je coupe une deuxième tranche, mais horizontalement celle-là, et là, dans cette tranche, je constate que le méridien de Greenwich est là, que moi je suis là, et je vais donc mesurer la longitude est ou longitude ouest. Là, on a une latitude nord ou une latitude sud par rapport à l'équateur. Là, on a une longitude est ou une longitude ouest par rapport à Greenwich. Okay, voilà. Je vais passer à la suite. Donc, comme on connaît la latitude et la longitude, évidemment, ça me permet de connaître l'endroit d'où je pars. Il faut savoir que le grand cercle, ici, fait le tour de la planète. Il fait environ 40 000 km. Ce qui veut dire qu'un quart de méridien, ici, là, va faire environ 10 000 km. Ça veut dire que si je prends 1 degré d'angle, plutôt 1 minute d'angle, c'est-à-dire un 60e de degré, j'ai ici 10 000 km divisé par 90 divisé par 60. Donc, je prends 10 000 km divisé par 90 fois 60 divisé par 5400. Pardon, 20 000 km. Il faut que je prenne 1 minute d'angle. 1 minute de grand cercle. Là, j'ai 9 fois 6. Oui, c'est ça, 54. Je divise mes 20 000 km. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je divise mes 10 000 km du quart du rayon
terrestre par, donc ça fait 10 millions de mètres, ok, divisé par 5400, c'est-à-dire 90 degrés multiplié par 60 minutes, et j'obtiens 1852 mètres. Okay. Si je prends 10 000 km, c'est pareil. Vous prenez 10 000 km et vous divisez par 5400 minutes et vous obtenez 1,852 km. C'est la définition du mille nautique, nautical mile. Un mille nautique est égal à 1 minute d'angle ici. Donc, deux points de même longitude. La distance, par contre, sur une même longitude, ici, n'est jamais constante. Pourquoi? Parce que le parallèle est beaucoup plus grand à l'équateur que à 50 degrés et évidemment que près du pôle où sa taille tend vers 0. D'accord? Au pôle, eh bien, le méridien, il fait juste le tour du piquet. Donc, deux points de même longitude vont avoir une distance en secondes d'angle. Deux points de même latitude, par contre, deux points de même longitude vont avoir une distance qui va être constante partout. Okay. La distance ici est toujours la même. Par contre, deux points de même longitude ne vont pas forcément avoir la même distance. Il faut multiplier par cosinus L. En effet, plus L augmente, plus le cosinus tend vers 0. Cosinus 0 égale 1, cosinus 90 égale 0. Alors, le trajet sur la carte, voilà le trajet qui va être suivi. On va rester autant que possible au-dessus de la Terre. Et quand on sera au-dessus de la mer, on sera à une distance qui nous permet de rejoindre le sol. Donc, on n'aura pas besoin d'emporter des gilets de sauvetage et des dinghies. On va regarder ce qu'on va traverser. On va commencer par prendre la carte VAC de départ. Vu que c'est là qu'on va partir, on va partir de Cherbourg, on va arriver à Brest. Donc, il faut déjà savoir comment on va partir. Carte des procédures d'arrivée, installation, etc. Voilà la carte VAC de Cherbourg qui me donne la piste, qui me dit de quel côté se trouve le circuit de piste. Alors là, qu'à Cherbourg, je vais partir, mais rien me dit que je risque pas d'avoir un petit problème et d'être obligé de revenir. Donc la carte VAC me donne également le circuit d'arrivée. Le circuit d'arrivée se fait main gauche. Ça veut dire que la vente arrière est à peu près ici, que la base se termine là à 1000 et que le circuit est à 1500 pieds et que la finale sur la piste 10 se fait ici et qu'à l'inverse, la vente arrière sur la piste 28 se fait au sud avec la base à cet endroit et la finale ici pour la piste 28. Les installations sont toutes au nord de la piste pour les installations militaires. Je vais essayer d'agrandir un peu cette carte parce qu'elle n'est pas très facile à voir. Voilà, tout ceci, ce sont des installations militaires et on met même des jolis traits avec des X qui veut dire que là, il y a une clôture et qu'elle n'est pas franchissable. Voilà, ça, tout ça, c'est de l'installation militaire. Vous n'y rentrez pas. Ça, par contre, ce sont des installations civiles. On vous dit notamment que voilà le terminal, ce petit carré noir. Voilà la tour de contrôle, ce deuxième petit carré noir. Voilà le parking d'aviation générale qui est accessible par ce taxiway. Qu'à côté du parking se trouve la manche à air qui vous donnera les indications sur le vent. Que cette manche à air, en plus, est éclairée la nuit. Il y a cette espèce d'étoile là qui vous dit que cette manche à air est éclairée. Voilà. Vous avez des informations intéressantes, notamment sur le fait qu'il y a ici un PAPI. Un PAPI, c'est quelque chose qui va vous permettre de gérer et de valider votre pente d'approche à l'arrivée. Precision Approach Path Indicator. D'accord? Indicateur de chemin pour l'approche de précision. Indicateur de pente pour votre approche de précision. OK, voilà. Donc, on a ici la carte VAC de Cherbourg qui va nous permettre de gérer notre départ. La piste,
Combien j'ai de piste? 2440 mètres. Ouais, tranquille. Elle est revêtue, c'est une piste en dur, donc ça va être facile, même avec un avion lourd. Et j'ai comme distance de décollage 2440 mètres. Je n'ai pas de problème de différence entre. Je peux même, d'ailleurs, dans l'autre sens, si je décolle en 28, comme on m'indique ici, il y a toute une zone qui est dégagée, donc sur laquelle je n'ai pas d'obstacle. Je vais même pouvoir disposer d'une distance de décollage de 2700 mètres quand je suis en piste 28, alors que je n'ai que 2440 mètres en piste 18. Voilà, vous avez tout, les pistes, l'orientation, leur équipement, les caractéristiques de la piste, leurs dimensions, les infrastructures, la tour, les hangars, etc. Voilà. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de QFU préférentiel. Alors évidemment, le jour où vous partez, il faudra regarder le vent. Ok? Parce que si le vent vient de l'ouest, vous décollerez en 28. Si le vent vient de l'est, vous n'allez pas décoller vent dans le dos, vous décollerez en 10. Alors évidemment, un aérodrome se caractérise toujours par un certain nombre d'équipements. Vous avez déjà une piste, en anglais runway. Vous avez un seuil de piste, runway threshold. Il faudra d'ailleurs que je remette les trucs français là-dessus parce que je crois que j'ai fait que le copier-coller anglais. Éventuellement, vous avez une zone dite d'accélération stop. Arrêt, accélération, overrun. Donc vous pouvez éventuellement décoller en 10 et puis freiner. Et vous avez le droit de freiner plus loin que le seuil. Éventuellement en décollage, ça vous donne une longueur supplémentaire. Vous avez ici aussi un overrun. Si vous décollez en 28, vous n'êtes pas obligé de décoller de là, vous pouvez décoller d'ici. Vous avez le droit de rouler là-dessus. Okay? Donc ça vous donne de la longueur supplémentaire. Vous avez un point d'arrêt, holding point. Vous avez des aires de parking area, des hangars pour la maintenance ou autre chose. Les taxiways, ce sont les chemins qui relient les différentes composantes de l'aire de manœuvre, de l'aire de trafic, pardon. Le taxiway, c'est un taxiway. On n'a pas d'autre terme en français. Terminal, tour de contrôle, control tower, manche à air, windsock, et quelque chose qui est en voie de disparition, mais qui est toujours dans les manuels, l'aire à signaux. Sur cette aire à signaux se trouve un certain nombre de consignes d'utilisation de l'aérodrome lorsque la tour n'est pas active. Alors on trouve donc voilà, piste, taxiway, tour de contrôle, parking, terminaux, installation de maintenance, aire à signaux. L'aire à signaux, il faut les connaître, même si c'est en voie de disparition. Atterrissage interdit, le terrain est fermé. Ou restriction. Par exemple, c'est un terrain en herbe, mais la piste en ce moment est détrempée. D'accord? Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser la totalité de la piste ou seulement avec certaines précautions, etc. Ça veut dire qu'il est carrément fermé. Alors, si vous avez des croix blanches, quelque part, alors pas seulement sur l'aire à signaux, mais à peu près n'importe où, vous pouvez vous retrouver avec des croix blanches, ça veut dire que c'est un endroit où vous n'avez pas le droit d'aller. C'est une zone qui est impropre aux manœuvres. Vous ne pouvez ni vous y atterrir, ni y décoller, ni même vous y rendre en roulant. Hein, vous risquez des grosses mauvaises surprises. Ça veut dire que il est interdit de circuler ailleurs que sur les pistes ou les voies de circulation. Autrement dit, en dehors des taxiways et des pistes, on vous garantit rien. Et là, atterrissage et décollage sur les pistes uniquement, ce signal, je ne l'ai jamais vu nulle part. Je ne sais pas pourquoi ils ont inventé ça. Je n'imagine pas que quelqu'un pourrait décoller ailleurs. Ça va s'adresser surtout aux endroits où il y a des hélicos. Parce qu'un hélicoptère peut théoriquement décoller, atterrir n'importe où. Mais quand il est sur un aérodrome, un hélicoptère doit se conformer à la circulation d'aérodrome. C'est pas parce que c'est un hélico qu'il a le droit de faire n'importe quoi. Donc il prend la vente arrière, il prend la base et il fait son flair au-dessus de la piste comme tout le monde, comme s'il allait toucher le sol. Ensuite, il manœuvrera pour sortir de la piste en transitant au-dessus des taxiways. Il ne prend pas les raccourcis qu'il veut. Voilà. Évidemment, s'il y a des hélicoptères sur le terrain, on va vous le signaler. S'il y a des planeurs sur le terrain, on vous le signale. C'est l'espèce de croix de Lorraine qui est là en dessous. On peut, dans certains cas, s'il n'y a pas de afficher la piste en service. Ça, c'est pas sur l'aire à signaux, c'est sur le bâtiment. D'accord? Ici, là, sur la tour, et vous le voyez ici, on l'a bien mis.
Sur la tour, il va y avoir une grosse lettre C, comme Control Tower. Une grosse lettre noire sur fond jaune qui dit voilà la tour. Voilà où se trouvent les informations aéronautiques, le contrôle, le bureau de piste, la météo, etc. Ce signal dit que le circuit est à droite. Par défaut, s'il n'y a pas d'information, les circuits se font toujours main gauche. Pas d'information, pas de précision sur le terrain, le circuit est main gauche. Et exceptionnellement, si le circuit à droite, ça peut finir sur l'air à signaux. Et enfin, vous avez ici un avertissage sur les parachutes en cours. Voir si la piste en service n'est pas indiquée, il n'y a pas plusieurs pistes, on peut vous préciser un sens d'atterrissage. Quel est le sens dans lequel ça vous donne la piste en service. Pour tracer la navigation, on va utiliser des cartes. Alors la carte par défaut, c'est une carte au 500 millième. Carte de vol VFR. Va vous donner toutes les informations. Vous allez tracer votre route dessus. Voilà à quoi ressemble la carte au 500 millième. Je vous l'agrandis un peu. Voilà, la carte au 500 millième va vous redonner les fameuses zones. Là, vous voyez le faisceau de la classe A. Voilà une classe D qui s'appelle SRZ Jersey. Ça, c'est de la terminologie anglaise. Voilà. Chez nous, ça s'appelle une CTR. Ok. Mais c'est pareil. Normalement, il devrait y avoir CTR ici. Voilà, CTR, Cherbourg. Au-dessus, vous avez une TMA. Donc, CTR Control Area. Et ça, c'est une Transit Management Area. C'est une zone d'approche qui est en classe E. Autre là, il n'y a rien. Voilà, il n'y a que dalle. Et vous trouvez par contre quelques jolis petits emmerdements. Celle-là, la P, Papa 21. Donc quand je décolle en 28, ok, à Cherbourg, je vais décoller en 28, je vais partir à l'ouest, je vais monter tout droit. Ben, assez rapidement, il faudra que je fasse un virage. Hein. Parce que si je continue tout droit là, en espérant aller tourner à gauche, je vais rentrer dans une zone interdite. Et là, c'est direct piéton, commission de discipline. Voilà, vous perdez vos licences. Chèrement, durement acquises, vous pouvez les perdre en quelques secondes. Donc on ne rentre pas dans une zone interdite, P21, donc il va falloir l'éviter. Alors, on pourrait se dire, je vais passer au-dessus. Oh, manque de bol, voilà, cette Papa 21, là, cette zone interdite, elle monte jusqu'au niveau 195. Aucune chance de passer au-dessus. Voilà. Bon, vous passez à côté. Ah, patatrac, là, il y a une restricted, une zone restreinte. Il va falloir regarder si elle est active. Si elle est active, il faudra regarder à quelle heure elle est active. Donc, il faudra partir soit avant, soit après. Voilà. Etc. Vous voyez, toutes les zones sont interdites. Là, vous avez une zone restricted aussi. R quelque chose sur Flamanville. Voilà. Ça, avant, c'était une installation classée. Maintenant, c'est carrément une zone interdite. Ça a évolué entre-temps depuis que c'est sorti là. Donc, la carte vous donne plein d'informations. OK, voilà. On va passer à la suivante. Préparation de la navigation, vous voyez apparaître la terre, la mer, le relief, les cours d'eau, les lacs, les forêts, les routes, plein de choses intéressantes. Vous voyez, ça, c'est des lignes à haute tension. Les choses bleues, là, pardon. Ok, tac, 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 tac. Voilà. Je vais vous montrer un peu plus en détail. On va agrandir. Voilà. Vous voyez les villes, vous voyez les autoroutes ici, 4 voies. Vous voyez les routes, une à 2 voies. Les choses bleues, là, comme ça, là, c'est les lignes à haute tension. Les trucs noirs, là, c'est les voies ferrées. Voilà la voie ferrée qui passe, qui vient de Caen via Bayeux, tourne ici, 40 ans, monte sur Valogne, Cherbourg. Vous avez également la ligne, alors je crois que celle-là, elle est désaffectée aujourd'hui. Mais par contre, 40 ans, Granville, celle-là, elle fonctionne toujours. Là. Okay, voilà. Laissez. Non, c'est pas Granville qui est là, c'est Carteret, là. Barneville, Carteret, ça, pardon. Voilà. Vous avez donc des tas de choses intéressantes. Vous avez également les fleuves, les lacs. Vous avez plein d'informations intéressantes sur la carte 500 millième qui vont permettre de préparer votre navigation. Je continue avec la carte. Elle permet de naviguer et suivre les zones. Vous avez également sur le cartouche qui accompagne cette carte plein d'informations sur la légende. Vous voyez les villes en fonction de leur taille qui vont vous indiquer les hauteurs de survol minimales.
Vous avez également les lignes de déclinaison magnétique. Tiens, vous voyez là les principales FIA, les régions d'information de vol avec les fréquences correspondantes. Ensuite, vous avez sur cette carte au 500 millième, vous allez faire le tracé, ce qui va vous permettre de prévoir la durée du vol en fonction du facteur de base. Vous allez suivre évidemment là le cap magnétique. Si vous tracez sur la carte, ça, le cap, c'est 164. Et vous allez devoir voler pendant 13 minutes et 40 secondes pour arriver à 40 ans. Vous allez virer à droite au cap 208. Donc, vous allez tracer ainsi vos caps, vos distances et donc calculer votre temps de vol en fonction de la vitesse de votre appareil. On prend le temps sans vent. Vous allez également éventuellement décider de l'altitude à laquelle vous allez faire ça, ne serait-ce que pour passer au-dessus des zones restreintes ou passer au-dessus des habitations en ayant les minimums de hauteur de survol exigés par la réglementation. Alors, vous allez suivre la route magnétique. La route magnétique, elle est par rapport au nord. Le nord vrai, il est là, il est sur la carte. La carte n'est pas orientée par rapport au nord magnétique, elle est orientée par rapport au nord géographique. Il faudra donc tenir compte de la déclinaison, car le nord magnétique n'est pas toujours, en fait, il est rarement en face du nord géographique. Et en fait, quand il est en face du nord géographique, quand il est aligné avec le nord géographique, c'est à un endroit donné, à un moment donné. Mais ça veut dire que ailleurs, c'est pas le cas. Alors pourquoi? Parce que le nord magnétique, où est-ce qu'on a ça? Ben non, on l'a pas marqué là. On n'a pas le globe avec le nord magnétique. Il faudrait que je vous fasse le dessin. Le nord magnétique, en fait, l'aimant qui se trouve à l'intérieur de la Terre, il n'est pas fixe, il n'est pas stable. Il se déplace et même il tourne sur lui-même. Le résultat, c'est qu'on a un nord magnétique qui tourne autour du nord géographique. Donc à certains moments et à certains endroits, le pôle nord magnétique est aligné avec le nord géographique. Mais ça veut dire que si je fais un quart de tour autour de la Terre, à l'est ou vers l'ouest, peu importe, et bien là, d'un seul coup, je vais voir le nord à côté du nord magnétique. Et cet angle-là s'appelle la déclinaison. Elle n'est évidemment pas la même selon l'endroit où je me trouve. Autrement dit, si je veux aller quelque part par rapport au nord magnétique, il faut que je tienne compte de la déclinaison en plus ou en moins. Voilà. Donc mon nord vrai, mon cap vrai, true heading, va être le résultat du cap magnétique plus ou moins la déclinaison. Alors on enlève toujours la déclinaison. Autrement dit, si elle est vers l'ouest, la déclinaison, autrement dit, si le pôle nord magnétique est à l'ouest du nord, on va prendre une déclinaison positive. On va dire que la déclinaison est de 2 degrés, par exemple. Autrement dit, si je veux aller au 350, ici, eh bien, comme la déclinaison est de 2 degrés, je ferai 350 moins 2 et j'obtiendrai un angle de 348 degrés par rapport au nord magnétique. Non, pardon, ça sera moins 2. Voilà. Donc, on va ajouter 2 degrés par rapport au nord magnétique. Je veux aller au 350, eh bien, je vais devoir aller au 352 par rapport au nord magnétique. OK. Par contre, si la déclinaison est à l'est, eh bien, la déclinaison sera donnée positive parce qu'il faudra que j'enlève cette déclinaison à mon cap pour obtenir le cap vrai. On va donc faire le log de navigation en précisant par où on va passer, la route magnétique qui me permet de l'atteindre, la distance et le temps de vol. On va même éventuellement décider d'une altitude minimum de sécurité, d'une altitude de vol et d'une altitude maxi que je n'ai pas le droit de dépasser, soit pour des raisons réglementaires, soit pour des raisons de performance. Ensuite, pendant le vol, eh bien, on va obtenir une heure estimée de passage sur ce point. On va calculer
en fonction de l'heure réelle du point précédent du temps de vol, je vais obtenir une heure estimée. Et puis lorsque je vais passer au-dessus de ce point, je vais avoir l'heure réelle. Si ça commence à faire chaque fois un peu plus, ça veut dire que j'ai un problème, j'ai du vent de face. Donc mon vol va durer plus longtemps que prévu et il faudra que j'ai pris la précaution d'avoir assez de consommation de carburant à bord parce que la consommation de carburant sur un aéronef ne se fait pas en litres, mais se fait en heures et en minutes. Je pars avec 3 heures de carburant pour faire 2 heures de vol. A priori, tout va bien. Sauf qu'au bout d'une demi-heure, je constate que là où j'aurais dû mettre 30 minutes, j'en ai mis 40. Aïe, aïe, aïe. Parce que si ça continue comme ça, eh bien, là où je devais mettre 30 minutes en temps de vol prévu, j'en ai mis 40 minutes en temps de réel. Eh bien, mon vol de 2 heures va durer combien? Eh bien, il va durer 2h40 au lieu de 2 heures. Et je suis parti avec 3 heures d'essence seulement. Autrement dit, ça risque d'être sérieusement compliqué à l'arrivée. Et surtout, il n'y a pas intérêt à ce qu'il m'arrive quoi que ce soit ou que la situation empire. Il faudra peut-être raisonnablement, à un moment donné, décider d'interrompre le vol et de me poser quelque part avant la destination pour reprendre de l'essence. Voilà pourquoi on tient un log de nav et surtout pourquoi on suit scrupuleusement l'évolution de la situation. Donc, on remplit le log de navigation en mesurant la distance. À partir de cette distance, on va calculer le temps. On va prendre une formule qui s'appelle le facteur de base. On ne va pas utiliser la vitesse. On va pas prendre la vitesse, on va pas prendre la distance divisée par la vitesse multipliée par 60, machin, pour obtenir le temps. On va calculer un truc qui s'appelle le facteur de base. On va prendre la vitesse en nœuds. Par exemple, j'ai un avion qui vole à 120 nœuds. D'accord? On prend toujours la vitesse en nœuds. On va prendre 60 divisé par la vitesse. Okay, 60 étant le nombre de minutes. On divise par la vitesse et on obtient le nombre de minutes nécessaires pour faire un nautique. Exemple, j'ai mon avion qui vole à 120 nœuds, VP 120. Mon facteur de base, 60 sur 120, c'est égal à 60 sur 120, c'est 1,5, ça fait 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire facteur de base 0,5? Ça veut dire que pour faire un nœud, il me faut 0,5 minutes. Ça veut dire que si je fais ce trajet-là entre Granville, voilà, je reprends ça, le trajet de Granville à 40 ans, ok, voilà, je vais avoir 5, 10, 13 nœuds, 13 nœuds, 13 nautiques, pardon, 13 nautiques, 4, ok, 13,4 nautiques. Je fais ça avec un avion, un PA28 dont le facteur de base est 0,5. Je prends 13 nautiques, je multiplie par 0,5, j'obtiens 7 minutes et demie. Pardon, 6 minutes et demie, 0,5. 13 multiplié par 0,5 égale 6 et demi. Donc, il me faut 6 minutes et demie pour atteindre 40 ans. Et je vais reporter ça dans mon log de vol. Voilà, 40 ans. Ici, route magnétique, c'est 164 degrés. RM 164. Distance 13,4 nautiques. Temps de vol. Alors, le 0,4 machin, donc 6,5 plus 0,4 nautique, on va arrondir à 7. 7 minutes de temps de vol. Quand je vais prendre l'avion réellement, ben, je vais décoller à une certaine heure de Cherbourg et lorsque je vais passer 40 ans, je vais noter ici l'heure réelle. Donc j'ai prévu, par exemple, je décolle à 10 heures, je suis censé arriver à 40 ans à 10h07 et je vais regarder ma montre en passant au-dessus de 40 ans. S'il est 10h07, tout va bien. S'il est 10h06, tout va encore mieux, ça veut dire que j'ai du vent dans le dos, que je suis allé plus vite que prévu. Mais si je vois 10h08 ou 10h09, alors là,
pas bon parce que je suis en train de mettre plus de temps que le temps prévu parce que manifestement, j'ai du vent de face ou que la performance de mon avion n'est pas bonne. J'ai donc calculé mon facteur de base et grâce à ce facteur de base, je vais pouvoir remplir le log avec les distances et les temps qui me permettront le jour de ma navigation de faire ma navigation en toute tranquillité et sécurité. Enfin, remplissage du log, on va choisir l'altitude en fonction des hauteurs de survol minimales. Donc ne pas passer trop bas au-dessus des agglomérations et me retrouver en infraction. Les espaces aériens, est-ce que j'ai le droit de rentrer dedans ou pas rentrer dedans? Est-ce que je peux passer au-dessus? Parce que ça m'arrange. Parce que si j'ai une zone restreinte, ben, je n'ai pas le droit de traverser, donc je vais passer à côté si je ne peux pas passer au-dessus. Les reliefs, de façon à avoir une hauteur suffisante au-dessus du relief, parce que se manger une montagne, c'est jamais un bon projet. On peut donc prendre des hauteurs. Alors, le QFE, c'est-à-dire je gère ma hauteur par rapport au sol. On en a parlé en météorologie. QFE, je mets mon altimètre sur 0 mètre, bien que je sois dans un endroit qui n'est pas forcément à 0 mètre au-dessus de la mer. Je suis à Coulommiers. Coulommiers, je suis à 460 pieds au-dessus de la mer, c'est-à-dire à environ 135 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je peux parfaitement décoller en mettant mon altimètre sur 0. Je suis au parking, je règle mon altimètre sur 0. Pendant mon vol, que va m'indiquer l'altimètre? Il va m'indiquer la hauteur de mon aéronef au-dessus de Coulommiers. Même si je ne suis plus à Coulommiers, il continue à garder comme référence Coulommiers. Ok? Là, l'indication de l'altimètre, c'est la hauteur par rapport au sol. Évidemment, on ne peut s'en servir et ça n'est utile que si je reste dans le coin, je reste dans le quartier. Je reste au-dessus du terrain, je reste à côté du terrain, je reste de préférence dans les environs du terrain et notamment en plaine. On va certainement pas s'amuser à utiliser ça en montagne. Si je décolle d'Albertville, qui est au fond d'une vallée, avec plein de montagnes qui sont entre 1500 et 2300 mètres autour, il est évident que je ne vais pas utiliser ce type de calage. Et si en plus, en partant d'Albertville, mon intention c'est d'aller vers Moutier, Méribel, Courchevel, où là les sommets dépassent les 3000 mètres autour, il est clair que je ne vais pas utiliser l'altitude d'Albertville comme référence pour y aller. Voilà. Et même si je fais juste une petite balade dans le quartier. Donc, dès qu'on est en navigation, dès qu'on est en environnement fort, dès qu'on s'éloigne du terrain, on va utiliser le QNH. Autrement dit, je vais caler mon altimètre sur le niveau de la mer. D'accord? Le niveau moyen de la mer. Niveau moyen de la mer correspondant à une pression atmosphérique de 1013,5. À ce moment-là, je vais prendre mon altimètre, je suis au parking à Coulommiers et je le cale sur 460 pieds lorsque je suis en avion ou 135 mètres lorsque j'ai les fesses dans un planeur. Voilà. Donc, 138 mètres exactement, il faudrait que je mette 138, on cale sur 140. Donc, on va mettre son altimètre sur l'altitude réelle du lieu où je suis et donc qui correspondent à son altitude par rapport au niveau de la mer et la pression atmosphérique du jour. On va utiliser ça en basse altitude, c'est-à-dire jusqu'au niveau 135. Alors en fait, pas jusqu'au niveau 135, jusqu'au niveau de ce qu'on appelle la transition altitude. Donc tant qu'on va rester dans le quartier, tant qu'on va rester en dessous de 5, alors dans la région parisienne, la transition altitude c'est 5000 pieds. Dans d'autres régions, ça peut être plus haut. Et notamment en région de montagne, la transition altitude peut être beaucoup plus haut. Dans toutes les régions plaines, côtières, etc., on est en TA, transition altitude, de 5000 pieds. Donc entre votre terrain et l'altitude maximale de 5000 pieds par rapport au niveau de la mer, on va utiliser le QNH. Dès qu'on s'éloigne du terrain, QNH. On fait un calage de façon à ce que vous indique votre altimètre, c'est l'altitude, car sur les cartes se trouve l'altitude des obstacles et pas leur hauteur. Même s'il y a des petites exceptions, et je vais vous en montrer une d'exception. Ah ben, en l'occurrence,
j'étais... Ah, bah, il faut que je la remontre. Je vais réouvrir la carte Île-de-France. Voilà. Boum, la carte Île-de-France. Voilà la carte. Lorsqu'il y a certains obstacles, vous voyez par exemple ici, là, pas loin de Moret, là, vous avez un poteau, une antenne. Là, il y a un groupe d'antennes avec des lumières au sommet, alors que celle-là n'est pas éclairée la nuit. Mais on vous donne sur cette antenne tous les obstacles sur les cartes. Toutes les altitudes sont données en pied par rapport au niveau de la mer. D'accord? Donc, dès que je m'éloigne, il faut que j'ai un altimètre qui me donne mon altitude. Parce que comment savoir que je suis assez haut pour passer au-dessus de cette colline qui est à 436 pieds si j'ai mis 0 au niveau de l'aérodrome? J'aurai une hauteur par rapport à l'aérodrome, pas une hauteur par rapport à cet obstacle. Voilà, ici, cette butte, là, cette colline est à 436 pieds. Là, ici, j'ai une colline à 393. Là, j'en ai une à 209. Bon, les collines dans la plaine de la Beauce, il n'y en a pas des masses. Par contre, il y a des trucs qui sont en train de pulluler. Il y a des antennes. Vous voyez, là, ici, c'est des antennes. Le sommet de l'antenne est pour la première à 656 et la deuxième à 676. Voilà. Vous avez un peu plus loin des éoliennes avec des sommets entre 761 et 908 pieds. Hein. C'est des gros machins, hein. Ils sont hauts. Hein. Vous voyez, c'est presque 1000 pieds. Hein. Elles sont à 3. L'altitude du sommet de la pale de l'éolienne, là, c'est presque 300 mètres. Hein. C'est 270 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et c'est des gros machins parce qu'en dessous, on vous donne entre parenthèses leur hauteur. Cette éolienne-là, là, elle est de 590 pieds. C'est des hauteurs, c'est des éoliennes qui font presque 600 pieds de haut, c'est-à-dire que c'est des éoliennes qui font 180 mètres de haut. Elles dépassent de 180 mètres au-dessus du sol. OK? Et le sommet de l'éolienne est à l'altitude de 908 pieds. Voilà. Donc, pareil pour l'antenne, vous voyez une antenne de 200 pieds, c'est une antenne de 60 mètres. Bon, ça va encore. Mais là, vous avez une éolienne qui fait 180 mètres de haut. Hein. OK? Vous avez des sacrés machins là dans le quartier. Bon, là, il y a des petites antennes à 540, ça. Là, vous avez une éolienne à 722 pieds. Alors, l'éolienne, ça commence à être un truc qui commence à devenir problématique. Vous voyez, là, vous avez sur la Beauce, à l'ouest de Pithiviers, des éoliennes qui culminent à 870, 800, 860. Et donc, celle-là, là, est pas mal. J'avais encore jamais vu à 908 pieds. Voilà. 830 pieds. Donc ça commence à être très très chaud là dans le quartier. Ok. Voilà. Donc il y a intérêt à ce que vos calages altimétriques soient faits correctement et donc que vous ayez le bon calage. Pardon, pourquoi je suis revenu en arrière? Voilà. Au-dessus de la transition altitude, tout le monde doit avoir le même calage et cette fois-ci c'est 1013. Donc on fait comme si la mer était à 1013 aujourd'hui et on se cale dessus. Donc on annule, on neutralise la problématique de la pression atmosphérique en mettant une altitude indiquée qui permet à tout le monde. Alors, c'est au-dessus de 3000 pieds. Non, c'est plus 3000 pieds maintenant. C'est au-dessus de la TA, Transition Altitude. OK, voilà. Et la TA en région parisienne est à 5000 pieds. Avant, il y avait ce qu'on appelle la couche S, mais bon, c'est fini, c'est terminé. Donc, il faudra que je corrige ça. C'est pas vieux en plus, c'est depuis maintenant 3 ans, depuis le nouveau CERA. Donc, voilà la représentation de ces différents calages. Si je mets 0 sur mon altimètre, que je me cale au QFE, mon altimètre indique la hauteur. Cette hauteur au-dessus du terrain, hauteur au-dessus du sol, hauteur au-dessus du point de référence. OK, voilà. Évidemment, mon altitude réelle, c'est la hauteur plus l'altitude du terrain. Si je me cale au QNH, c'est-à-dire au niveau moyen de la mer le jour du calage, ce que je peux obtenir en indiquant sur mon altimètre l'altitude du terrain, j'obtiendrai à ce moment-là, à tout moment et à tout endroit, mon altitude. L'altimètre indiquera l'altitude, que l'on note Z.
Alors que si je suis calé à 0 au décollage, j'aurai ma hauteur que l'on note H. Enfin, si je passe au-dessus d'une certaine altitude, qui s'appelle là la Transition Altitude, la TA, qui est fixée à 5000 pieds dans la région parisienne, et c'est publié d'ailleurs sur les cartes aéronautiques, la TA. Et d'ailleurs, tiens, elle est publiée sur les cartouches de la carte aéronautique au 500 millième. Vous avez la TA. Normalement, elle est indiquée. Tac, tac, tac. Utilisation de l'espace. Type de zone A, B, C, D, E. Tic, tac, tic, tac. Secteur VDC. Oh, ça, c'est une vieille. C'est un facsimilé de l'édition de 96. Maintenant, la transition altitude est indiquée sur les cartes. Il faudra que je vous les retrouve. Il est 18h30. Il va falloir que l'on mette fin à cette présentation. Mais je vais encore terminer sur deux notions rapidement. Donc voilà, la transition altitude, elle est indiquée sur les cartes aéronautiques maintenant. Et vous avez un certain nombre de hauteurs de survol qui sont réglementaires. Au-dessus de toute région non habitée, quelle qu'elle soit, au-dessus de la surface du sol ou de l'eau, il est interdit de voler à une hauteur inférieure à 500 pieds. Il y a 2-3 exceptions, c'est les exercices, les manœuvres d'urgence, des choses comme ça. Mais en croisière, en vol normal, il est interdit de voler en dessous de 500 pieds au-dessus du sol ou de tout obstacle. Autrement dit, tout à l'heure, je vous ai montré une éolienne qui montait à 900 pieds. Eh bien, vous devez passer au-dessus à 1400 pieds. Okay, vous n'avez pas le droit de vous dire, oh putain, l'éolienne est à 900, je passe à 1000. C'est bon, ça passe. Non, c'est hors la loi. C'est un obstacle. Donc, si vous voulez rester à 1400 pieds, ben vous passez à côté. Si vous voulez rester à 1000 pieds, vous passez à côté de l'éolienne. Si vous voulez passer au-dessus, vous devez passer à 1400 pieds, 150 mètres au-dessus de l'obstacle. Les petites agglomérations, c'est 1500 pieds, c'est-à-dire au-dessus de l'agglomération et pas 300. Alors 300 mètres, c'est obstacle remarquable. Ok. Point marqué d'interdiction de survol. Okay. C'est donc 1000 pieds au-dessus. Et toutes les agglomérations, selon la taille de l'agglomération, c'est 500, 1000 ou 1500 mètres, c'est-à-dire 1500 pieds, okay, 500 mètres, ça fait 450, mais bon, on arrondit à 500, 1500 pieds, 3000 pieds ou 6600 pieds. En l'occurrence, le 6600 pieds, c'est Paris essentiellement. Voilà. Donc, les hauteurs de survol sont minimales. Voilà, on vous rappelle le tableau des hauteurs de survol. Vous le potasserez. Il est dans la doc. Hein. Voilà, toutes les petites agglomérations, c'est 1500 pieds, c'est pas 1600. Toutes les agglomérations de plus de 1200 et de 100 000 habitants, c'est 3300 pieds. Et les agglomérations de largeur moyenne supérieure à 3500 000, c'est 5000 pieds. Paris, c'est une exception, 2000 pieds, 6600 pieds. C'est interdit de survoler Paris à moins de 6600 pieds. En plus, c'est de l'IFR, donc vous ne risquez pas d'y aller. Après, il y a toutes les installations classées et les réserves naturelles où vous devez, selon la réserve, être entre 1000 et 3300 pieds au-dessus. Voilà. On va vers, ensuite, on verra la question des choix d'altitude et en fonction des routes que l'on va suivre. On verra ça au prochain cours. Ça va passer beaucoup plus vite. Hein. Vous voyez qu'il reste encore 30 slides, mais les 30 slides qui vont venir là sont quand même beaucoup plus rapides. Voilà. Donc, on a parlé de hauteur de survol. On va après parler des routes que l'on va gérer et les carburants. Voilà, fin de ce cours pour aujourd'hui. Je vais fermer le partage. Voilà, et je vais arrêter l'enregistrement. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, quatrième et dernier cours sur la navigation. On terminera donc la navigation la semaine prochaine, le 12 mars, ce qui nous permettra d'être prêts pour le le QCM de révision sur les deux chapitres météo plus navigation qui aura lieu le samedi 15